Depuis quelques années, les algorithmes semblent être partout sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur le commerce en ligne et dans l'actualité autour de l'affectation des bacheliers dans l'enseignement supérieur. Ils sont partout, mais ils sont aussi sujets à des discussions et des débats. On entend souvent dire « c'est de la faute de l'algorithme ». Alors qu'est-ce que peut bien vouloir dire cette phrase? Quelle est la part de choix humain, de créativité, d'intelligence humaine dans la conception même d'un algorithme? Et quel type de société prépare la place croissante des algorithmes dans notre vie quotidienne? Pour discuter de ces questions, nous recevons aujourd'hui Claire Mathieu. Claire Mathieu, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes directrice de recherche au CNRS en informatique et vous avez occupé durant l'année universitaire qui vient de s'écouler la chaire d'informatique au Collège de France. Oui. Et vous aviez consacré votre leçon inaugurale au Collège de France à l'algorithmique, qui est votre spécialité. Alors justement, dans cette leçon inaugurale, vous montriez une image tout à fait étonnante, qui n'est pas ce qu'on imagine être le travail d'une chercheuse en informatique. Ça s'appelle « Adopter une perspective algorithmique ». Pourquoi avez-vous donc retenu cette image pour expliquer ce que c'était qu'une perspective algorithmique? Eh bien, en informatique, quand on essaie de résoudre des problèmes, on peut foncer, mais quand on adopte une perspective algorithmique, plus de théoriciens, on essaie d'avoir des principes de départ pour avoir une certaine rigueur mathématique pour résoudre les problèmes, pour pouvoir donner des garanties de performance qui sont démontrées. Mais en même temps, on n'est pas un mathématicien parce qu'on s'intéresse surtout au temps de calcul, à l'efficacité. Donc on a un souci de performance, de temps, par le fait que l'algorithme ensuite est implémenté dans un ordinateur par un programme, et ce souci de temps de calcul qui est primordial n'est pas présent chez les mathématiciens. Donc c'est vraiment une approche rigoureuse qui se focalise sur l'efficacité et la performance. Quelles sont les grandes étapes de la construction, de l'élaboration d'un algorithme? On peut commencer par définir le problème. Donc il faut savoir ce qu'on a comme données en entrée, ce qu'on a comme conditions, comme contraintes. Et puis il faut savoir ce qu'on veut obtenir comme résultat. Donc déjà ça, c'est une étape qui n'est pas totalement évidente. C'est pas si facile pour les gens de nous dire ce qu'ils veulent avoir comme résultat. Qu'est-ce qui fait qu'un résultat est satisfaisant? Il y a déjà toute une étape de réflexion. Après, donc on modélise, puis après on essaie de concevoir une solution où on a la conception de la méthode de résolution, donc les étapes progressives de résolution, qui va la main dans la main avec l'analyse pour démontrer que cette solution, d'abord, elle résout bien le problème. Donc elle satisfait bien les contraintes et elle répond bien, elle atteint bien l'objectif. Puis ensuite, elle est efficace. Donc il y a la modélisation, la conception d'algorithme et son analyse. Et puis enfin, après, une fois que c'est terminé, il y a l'implémentation. Donc on le programme et on l'utilise sur des données réelles. Et à quoi ça ressemble concrètement un algorithme? C'est comme un gros livre qu'on lit, comme un livre de recettes? Comment c'est? Vous savez à quoi ressemble un programme? Oui. Probablement. Un programme, c'est lisible par un ordinateur qui comprend la suite d'instructions. Un algorithme, c'est la même chose, mais lisible par un être humain. Donc, par exemple, un enfant à l'école primaire, pour lui apprendre à multiplier, on peut lui dire, d'abord, tu prends ce chiffre-là et ce chiffre-là, tu les multiplies, tu fais cette suite d'opérations, et à la fin, tu additionnes et tu obtiens le résultat. Cette description, donc de comment procéder pour faire une multiplication, la description, c'est un algorithme. Donc, un algorithme, c'est vraiment quelque chose écrit en langage naturel, en français pour nous, d'une suite d'opérations exécutées pour obtenir le résultat. Alors à partir de cet exemple, on comprend bien, c'est assez simple, mais les algorithmes peuvent également traiter des choses infiniment plus compliquées, et je pense à l'orientation de 800 000 bacheliers dans l'enseignement supérieur. Alors précisément, vous êtes toujours d'ailleurs chargé de mission auprès du ministère de l'Enseignement supérieur pour l'assistance justement, en quelque sorte, sur la conception de cet algorithme Parcoursup. Oui. Comment s'est passé ce travail avec le ministère et à quel niveau se font les choix d'affecter de temps de bachelier, de l'académie, etc. Racontez-nous comment s'est passé votre travail avec le ministère.
Alors l'an dernier, quand je préparais ma leçon inaugurale au Collège de France, et j'ai entendu dire que APB allait être modifié, rénové profondément, que l'algorithme allait être renouvelé. Et je me suis dit que peut-être j'aurais quelque chose à contribuer, puisque c'est mon domaine de recherche, la conception des algorithmes. Donc j'ai pris contact avec le ministère, et puis ça s'est mis en place pendant l'automne. Et donc j'ai un travail de conseiller, pour ainsi dire, qui m'a permis de participer, de contribuer à Parcoursup par la collaboration avec l'autre chargé de mission qui a une dimension algorithmique dans son travail, c'est Hugo Gimbert, et puis en dialogue constant avec les gens du ministère. Alors quel était le cahier des charges du ministère justement pour la conception de ce nouvel algorithme? Alors au départ, quand j'ai reçu la lettre de mission, il y avait marqué dedans qu'il fallait que les vœux des candidats ne soient pas hiérarchisés. Voilà, donc ça c'était une donnée, donc on travaille avec ça, c'est comme une contrainte du problème qu'on nous donne. Et puis qu'il fallait mettre fin au tirage au sort. Et puis, qu'est-ce qu'on nous disait encore? Il y avait la dimension humaine. On ne voulait pas qu'il y ait des décisions d'orientation des étudiants qui ne puissent pas être expliquées par un être humain. Donc il fallait que si quelqu'un dit « moi je n'ai pas été pris à telle formation », pourquoi? Il faut qu'à un niveau, il y ait une réponse qui puisse être donnée, qu'il y ait quelqu'un qui assume la responsabilité. Donc ça peut être une commission qui a dit « voilà, on a fait tel classement, donc c'est le classement qu'on a fait », ou ça peut être à un autre niveau, mais quelque part il y a un humain qui doit assumer les responsabilités. Donc ça, c'était le cahier des charges. Les 3 points dans mon souvenir, je crois que c'était à peu près tout. Donc à partir de ça, vous vous êtes mis au travail pour concevoir un algorithme capable d'orienter 800 000 étudiants. Oui, alors la non-hiérarchisation, ça implique qu'il y a un processus au fil de l'eau, hein, parce que finalement, pour l'orientation, pour tous les problèmes de ce type-là, à la base, sous-jacent aux manières dont c'est implémenté, il y a un algorithme, une méthode, c'est l'algorithme de Gale-Shapley, la méthode des mariages stables, qui permet de faire correspondre, les formations cherchent des candidats, les candidats cherchent des formations, et il faut les faire correspondre au mieux. C'est ce que vous montriez lors de votre leçon inaugurale au Collège de France, avec les mariages stables, comme ça, avec les pairs, hein, que l'on voit comme ce type de problème. Tout à fait. Donc, on cherche des situations de stabilité où il n'y ait pas une paire qui se dise, une formation, un étudiant, qui ait des regrets l'un par rapport à l'autre. Et pour ça, il y a une solution qui a été conçue par Gale et Shapley qui essaie progressivement de trouver la meilleure solution. Et lorsque les étudiants ne hiérarchisent pas leurs vœux, en fait, cette progression se fait au fil de l'eau, parce que s'il y a un étudiant, un candidat, qui a le choix entre 2 formations, formation A, formation B. Donc si on connaissait la hiérarchie, on saurait d'avance, bon, on va le mettre en formation A. Mais si on ne connaît pas sa hiérarchisation des vœux, on ne connaît pas ses préférences, donc on lui demande, est-ce que tu préfères aller dans la formation A ou la formation B? Du coup, comme on pose la question à l'étudiant, le temps de réponse se mesure non pas en une fraction de seconde, mais en jours. Il faut plusieurs jours, et du coup, le temps de convergence de la méthode se pose. Combien de temps faut-il pour que cette méthode termine? Il y a des questions qui auparavant étaient annexes, qui maintenant deviennent centrales sur le temps d'exécution. Pourquoi était-ce important de rendre public l'algorithme de Parcoursup, contrairement à celui d'APB qui ne l'était pas? L'an dernier, c'est vrai que l'an dernier et les années précédentes, il y avait beaucoup de critiques sur APB parce que les candidats disaient où ils souhaitaient aller, quelles étaient leurs préférences, et puis ils recevaient la réponse, et puis ils ne savaient pas comment on en était arrivé là. Et maintenant, par le fait que ça se déroule au fil de l'eau, ils peuvent voir le déroulé effectif. Donc ils peuvent voir quelles étaient les possibilités qu'ils auraient eues et qu'ils vont refuser. Ils peuvent voir l'évolution de leur rang sur la liste d'attente. Donc ils ont une perception beaucoup plus concrète de ce qui se passe. Et du coup, je trouve que Parcoursup a élevé le niveau d'instruction de la population. Je trouve que d'un seul coup, les gens comprennent beaucoup mieux comment ça se passe. C'est comme si on regardait sous le capot. Et ça leur permet de poser des questions, des bonnes questions. Ça leur permet de dire, mais après tout, telle formation,
ils ont regardé les dossiers, ils ont établi un classement, sur quels critères? Et ça, c'est une question beaucoup plus profonde, bien meilleure que de dire on n'y comprend rien, comment ça marche. Du coup, je trouve que ça permet de rendre cette plateforme publique, transparente, ça permet aux gens de mieux voir quelles sont les questions politiques et ça élève le niveau du débat. Alors, parmi les termes de ce débat et les critiques formulées à l'égard de l'algorithme de Parcoursup, il y a la critique selon laquelle l'algorithme lui-même défavoriserait les lycéens, les bacheliers des quartiers populaires de périphérie parisienne. Oui. Que pensez-vous de cette critique adressée à l'algorithme? C'est une critique réelle, à savoir, il y a dans chaque région, académie, le recteur, pour chaque formation, fixe un taux maximum de non-résidents. Et du coup, les commissions d'accès à l'enseignement supérieur font un classement des dossiers, mais ce classement peut excéder ce taux maximum. Et du coup, l'algorithme va réajuster le classement en faisant descendre, en reculant certains candidats qui ne sont pas résidents de l'académie, de façon à respecter le taux fixé par le recteur. Donc on a, du point de vue algorithmique, on a d'un côté le classement fait par la commission, de l'autre côté le taux maximum de non-résidents fixé par le recteur, et nous, on fait notre cuisine algorithmique et on obtient un classement modifié qui respecte le taux du recteur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand nous, on a conçu l'algorithme il y a quelques mois, on s'est dit, enfin l'hiver dernier, on s'est dit, on va essayer d'obtenir un classement qui respecte au plus près le classement de la commission, tout en respectant la loi, tout en satisfaisant le taux du recteur. Donc en fait, pour nous, l'algorithme applique la loi. Donc on ne se sent pas responsable, en ce sens que si le résultat n'est pas satisfaisant, on se dit, si le résultat n'est pas satisfaisant, pourquoi est-ce? Pour quelle raison? Ça peut être parce que le taux n'est pas le juste taux de non-résident, peut-être qu'il pourrait être réajusté. Ça peut être parce que peut-être que la loi n'est pas parfaitement la mieux adaptée à l'attente de la population, mais pour nous, c'est les contraintes du problème. Donc nous, on est, pour ainsi dire, des exécutants, on est là pour appliquer la loi. Est-ce que ça veut dire qu'avec les trois principes dont vous parliez tout à l'heure, que la non-hiérarchisation des vœux, etc., on ne peut aboutir qu'à un seul algorithme avec, ou est-ce qu'il y en a d'autres qui étaient possibles? Et s'il y en a d'autres, quelle est votre part d'intervention, de choix en tant que conceptrice? Oui. Ce n'est pas tout à fait vrai, il y avait plusieurs possibilités d'algorithmes, effectivement. Donc il y a eu des moments de dialogue. Il y a eu un moment de dialogue lorsque il a été question de fixer des taux de boursiers. Donc on nous en a parlé, on a réfléchi un peu, on a dit bon ça on sait faire, donc on a plusieurs possibilités. Et on a dit quel est le texte de la loi, quel est le texte exact. On a regardé le texte et on a eu un dialogue avec des juristes au ministère pour dire voici ce qu'on propose comme interprétation de la loi, est-ce que cette interprétation est juste? Donc il y a eu des discussions pour vérifier que nous appliquions effectivement la loi. Et il y a toujours une petite marge d'interprétation, donc on peut l'appliquer de manière plus ou moins soft, pour ainsi dire. Donc ça, c'est un exemple où il y a un va-et-vient pour essayer de vérifier que l'algorithme correspond aux contraintes qui nous sont données. Qui nous laisse une petite marge. Finalement, un programme, ça fait quelque chose de très précis. Donc on peut écrire mathématiquement quelles sont les propriétés qui sont garanties. Et ces propriétés, donc nous on a écrit sous forme mathématique. Pour tout cas, il existe au moins tant de pourcents de boursiers dans les premiers cas de la liste. Puis après, si on regarde le texte de la loi, c'est pas écrit comme ça, c'est pas une formule mathématique. Donc la formule mathématique, elle est plus précise. Donc nous, on demande aux juristes, est-ce que notre formule vous convient? Est-ce que c'est une traduction de la loi en conditions informatiques qui vous semble légitime, valide, correcte? Et eux, donc, ils nous ont dit oui, ça va.
Donc ça a été un exemple de dialogue. Un autre exemple de dialogue, c'est donc après qu'on leur a dit mon taux de boursier, ça va, on sait faire. Ils nous ont dit ah oui aussi, il y aura aussi les taux de non-résidents. Là on a dit ah oui mais attention. Donc tout de suite ça nous est venu à l'esprit, on a dit attention, regardez, si on nous dit par la loi il faut au moins 90% de candidats locaux, de résidents. Par la loi il faut au moins 25% de boursiers. 90% plus 25%, ça fait 115%. Ça fait plus de 100%. C'est pas compliqué d'imaginer des cas où c'est pas possible. Impossible de satisfaire les deux taux à la fois. Imaginez que tous les boursiers soient non résidents. Donc nous, tout de suite, on est revenu au ministère, on a dit alors attention, là on a un problème, dans ces cas-là, il faut que vous nous disiez quoi faire. C'est pas à nous de trancher. Nous, on n'a pas à choisir. Donc c'est à vous de nous dire quoi faire. Et ils ont dit ah oui, dans ces cas-là, il faut choisir lequel des deux a priorité. Donc on va faire voter un amendement à la loi qui dira, en cas de conflit, c'est le taux boursier qui a priorité. Voilà. Donc il y a eu un va-et-vient en cours d'élaboration entre le politique et les algorithmiciens. Donc ça, moi j'ai trouvé ça passionnant. Parmi les perspectives d'avenir que laisse entrevoir le développement des algorithmes, il y a une qui est parfois assez effrayante, qui est l'idée de la justice prédictive. Vous avez consacré, je crois, un séminaire lors de votre cours au Collège de France cette année. En quoi ça consiste exactement, cette justice prédictive? Oui, j'ai invité un collègue américain, John Kleinberg, qui a fait un exposé là-dessus. Dans son exposé, il a parlé en particulier de programmes qui aident les juges à évaluer le risque de récidive de criminels. Donc c'était aux États-Unis. Et les criminels, faut-il les remettre en liberté ou pas? C'est un projet de recherche ou des algorithmes qui existent déjà, qui sont Ça existe déjà. Ça existe déjà. C'est un rôle de conseil auprès des juges. Donc c'est assez nouveau. C'est le début de ce genre de choses. Et qu'est-ce que c'est qu'un programme qui est bon? Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris une approche de principe. Il a dit donnons des critères. Donc on va dire, finalement le juge, il veut savoir la probabilité que quelqu'un qu'il remet en liberté récidive pendant qu'il est en liberté. Et c'est en fonction de cette probabilité qu'il va décider ou non de le garder en prison. Voilà, donc c'est une décision importante, grave. Ça. Donc ce que font les programmes, c'est qu'ils donnent un score à chaque personne. Un score qui évalue son risque de récidive. Mais il y a quelque chose d'effrayant avant quantifier comme ça, expliquer. Alors ce que disait John Kleinberg, c'est qu'il disait un score qui est juste, qui est exact, quelle propriété doit-il satisfaire? Il doit être bien calibré. Et les gens se plaignent et disent oui mais ces décisions sont biaisées. Elles sont biaisées, donc aux USA on se préoccupe beaucoup de questions de racisme. Elles sont biaisées entre les Africains américains et les Blancs, c'est défavorable aux Africains américains. Et John Kleinberg a dit, mesurons le biais. Donc on calibre par rapport aux Africains américains, on calibre par rapport aux Blancs, le score, et puis on voudrait que s'il y a quelqu'un qui récidive, son score moyen quand il est africain-américain, ce soit le même que le score moyen des Blancs, qu'il n'y ait pas de biais dans ce sens-là. Puis s'il y a quelqu'un qui ne récidive pas, pareil, le score moyen, c'est indépendant de sa race. Il a posé ces quelques conditions, et il a dit, regardez, impossible. On ne peut pas satisfaire toutes ces conditions simultanément. Donc il y avait des définitions d'équité que les gens voulaient que le programme satisfasse, et il a démontré que c'était impossible. Et du coup, il faut repenser le problème pour le reformuler en des termes différents, pour essayer de voir si effectivement on peut concevoir un programme qui peut effectivement conseiller les juges. Alors conseiller les juges sans prendre leur place, et sans qu'ils se sentent sous pression. Il faut que les juges gardent leur liberté de discernement humain en prenant en compte toute l'humanité des personnes qu'ils ont devant eux, qui ne se réduisent pas à des chiffres. Il restera toujours de l'humain. Voilà une conclusion tout à fait heureuse à cette émission consacrée aux algorithmes. Claire Mathieu, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et à bientôt pour une prochaine édition de Science Friction sur Mediapart.